complètement impossible à raconter déjà. C'est complètement impossible à raconter déjà. C'est complètement impossible à raconter déjà. Je range mon bureau et je rappelle que désormais, en tout début de vidéo, je sors un Pléiade des rangées qui sont derrière et je lis quelques pages, enfin en l'occurrence quelques phrases, plutôt de ce Pléiade. Et le Pléiade qui est sorti aujourd'hui, c'est le tome 3 des œuvres complètes de Nerval dans la Pléiade. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai enregistré le 17e épisode de la nouvelle série du challenge 19e siècle, 31 jours, 31 poètes, et le poète aujourd'hui, c'était Nerval. Alors du coup, comme j'ai lu un poème de Nerval, dans le cadre de ce challenge 19e siècle, je vais vous lire un extrait des Contes et facéties et de la main enchantée. Son héros favori était maître François Villon, parisien, célèbre dans l'art poétique, autant que dans l'art de la pince et du croc. Aussi l'Iliade et l'Énéide et le roman non moins admirable de Huon de Bordeaux, il les eut donnés pour le poème des Repus franches et même encore pour la légende de maître Féfeu, qui sont les épopées versifiées de la nation truande. Les illustrations de Dubélé, Aristoteles Peripoliticon et le Cymbalum Mundi lui paraissaient bien faibles à côté du jargon suivi des états généraux du royaume de l'argot et des dialogues du polisson et du malingreux par un courteau de Boutanche qui maquille en Mollanche en la Vergne de Tours et imprimé avec autorisation du roi de Thunes, Fiacre l'emballeur, Tours 1603. Et comme naturellement ceux qui font cas d'une certaine vertu ont le plus grand mépris pour le défaut contraire, il n'était pas de gens qui lui fussent si odieux que les personnes simples, d'entendement épais et d'esprit peu compliqué. Cela allait au point qu'il eût voulu changer entièrement la distribution de la justice et que lorsqu'il se découvrait quelque larronnerie grave, on pendit non point le voleur, mais le volé. C'était une idée, c'était la sienne. Il pensait y voir le seul moyen de hâter l'émancipation intellectuelle du peuple et de faire arriver les hommes du siècle à un progrès suprême d'esprit, d'adresse et d'invention qu'il disait être la vraie couronne de l'humanité et la perfection la plus agréable à Dieu. Voilà pour la morale. Et quant à la politique, il lui était démontré que le vol organisé sur une grande échelle favorisait plus que toute chose la division des grandes fortunes et la circulation des moindres, d'où seulement peuvent résulter pour les classes inférieures le bien-être et l'affranchissement. Voilà, je vous livre brut de décoffrage un petit peu cet extrait de La Main enchantée, avec toutes ces citations de titres tout à fait étonnants en début d'extrait, et notamment ce très très long titre sur les dialogues du polisson et du malingreux qui aurait été écrit ou publié à Tours avec l'autorisation du roi de Thunes, Fiacre l'emballeur. Voilà, donc ça c'est complètement bizarre et insolite. Il y a tout ce côté un peu insolite, bric-à-brac aussi, au milieu des beautés plus classiquement romantiques dans la prose de Nerval, et moi j'aime beaucoup ça. C'était donc complètement, presque complètement par hasard, cette page de Nerval. Alors maintenant on commence la vraie partie, je range mon bureau, il y a beaucoup de livres, alors que pourtant en ce moment je lis pas beaucoup, j'arrive pas à lire ce que je veux, puis surtout il y a très peu de livres qui me retiennent, et à peu près tous les livres me tombent des mains, ou presque. Alors qu'est-ce que je vais ranger? Je vais aussi ranger des choses liées au travail. Secrets de Noureddin Farah, j'avais ressorti l'exemplaire Penguin de Secrets, je dois avoir 4 ou 5 exemplaires de Secrets de Noureddin Farah, qui est le 3e volet de la seconde trilogie, ou de la 2e trilogie d'ailleurs, devrais-je dire, de Noureddin. Je l'avais ressorti parce que j'avais fait une proposition de communication au début de l'été. J'avais commencé à pas mal travailler sur cette question-là. C'était pour un colloque qui va avoir lieu d'ailleurs, je crois, ces jours-ci à Poitiers. Mais je n'en serai pas puisque ma communication n'a pas été retenue. Ce sont des choses qui arrivent, c'est bien normal. Un colloque sur la petite phrase. Et justement, enfin, cette question de la petite phrase, de la récurrence d'un motif textuel, est quelque chose d'absolument central dans Secrets. Bon, ma communication n'a pas été retenue. J'ai pas forcément bien compris pourquoi. J'ai pas eu d'explication, mais on n'en a jamais. Enfin, peu importe. Tout ça pour dire que après l'avoir repris pour la énième fois sur mes étagères, je vais aller remiser Secrets de Noureddin Farah. Mais enfin, Noureddin Farah, j'en parle très peu dans ses vidéos, mais peut-être que je devrais après tout. Je vais ranger, bien toujours professionnellement, toujours la question des colloques. J'ai participé il y a bientôt 2 semaines à une journée d'études consacrée à Guy Goffet, la première journée d'études consacrée au poète français contemporain Guy Goffet. Et à cette occasion-là, j'ai présenté une communication sur les traductions de Guy Goffet en anglais par Marilyn Hacker, Charleston Blues. D'ailleurs,
la captation brute, on va dire, de mon intervention se trouve sur la chaîne Tanner45. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, mais enfin c'est l'occasion aussi de rappeler ces 3 volumes de Guy Goffet dans la collection Poésie Gallimard. Ça a été l'occasion pour moi de rencontrer Guy Goffet lui-même, ainsi qu'un certain nombre de spécialistes de Guy Goffet, et moi j'étais un peu la petite souris dans un coin, le petit imposteur, et c'est assez agréable en fait comme position d'être dans la position de l'amateur, même pas éclairé, de l'intrus, en fait, en quelque sorte. Dans la série du travail, eh bien, j'avais ressorti ce livre d'inédit de Sony Laboutancy, L'autre monde, écrits inédits, paru en 1997 avec un choix de texte réalisé par Bruno Tilliette et Nicolas Martin-Granel. Nicolas Martin-Granel, dont j'ai d'ailleurs retrouvé la trace via Facebook, et on s'est demandé en ami Facebook, et il y a 15-20 ans, je le rencontrais, je le côtoyais très régulièrement lors des journées d'études ou des rencontres ou des colloques de l'Association pour l'étude des littératures africaines. Ça fait quelque temps qu'on s'est perdu de vue parce que je ne vais plus jamais ou quasiment jamais aux réunions de l'APEDA. Mais enfin voilà, je le salue si jamais il voit ça. Nicolas Martin-Granel, c'est quelqu'un de très 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 fort et de très intéressant et qui a notamment beaucoup fait et fait encore beaucoup pour la reconnaissance et la connaissance tout simplement et la diffusion des textes de Sony Laboutancy. Donc si vous connaissez Sony Laboutancy, vous connaissez peut-être pas ce livre qui est vraiment à connaître, il y a des textes formidables là-dedans. Si vous ne connaissez pas Sony Laboutancy, eh bien il faut réparer cet oubli de toute urgence. Sur ma table, parmi les livres que j'ai repris, l'œuvre poétique de Senghor en Poinçeuil. Pourquoi? Parce que mercredi, non pas hier, mais de la semaine précédente, sur Twitter, il y avait eu un hashtag mercredi Senghor dans le cadre des mercredis poésie. Et en fait, tout le monde devait poster des remarques sur Senghor, des citations de Senghor, etc. Donc à cette occasion, je me suis replongé, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, dans l'œuvre de Léopold Sédar Senghor. Poésie toujours, le petit volume déjà ancien, c'est l'ancienne, j'adore les premiers NRF Poésie, ils ont un format plus carré, plus court, et le papier était très très beau aussi. Le cornet AD de Max Jacob, pourquoi? Eh bien parce que pour la dernière vidéo du projet Pinget, j'ai parlé des liens entre Max Jacob et Robert Pinget, et à cette occasion j'ai refeuilleté, et j'ai même relu avec beaucoup de plaisir, un certain nombre des proses brèves du cornet AD, là encore. Voilà, et puis je disais, eh bien, poésie toujours, oui, poésie toujours, les lettres de Dylan Thomas, ce mince volume des Love Letters of Dylan Thomas, et je ne sais même plus pourquoi je l'ai ressorti, mais enfin le voilà, et je vais même en lire un extrait, parce que sinon il n'y a quasiment pas d'anglais aujourd'hui, et c'est pas bien du tout. Caitlin, my dear cat, it's awful to write to you, because even though I love writing to you, it brings you so near me I could almost touch you, and I know at the same time that I cannot touch you. You are so far away in cold, unkind Ringwood, and I am in Stale Barnet in a roadhouse pub with nothing but your absence and your distance to keep my heart company. I think of you always, all the time. I kiss my uncharitable pillow for you in the nasty nights. I can see you with our little Mongolian monkey at your breast. I can see you in that unfond house listening with loathing to the news. I can see you in bed, more lovely than anything that has ever been at Hull. I love you Lynn and Erinwy, but you above all and forever until the sun stops and even after that. And I cannot come down this weekend, I have to work all day Sunday. I am working for the first time since I had sold my immortal soul very, very hard, doing 3 months' work in a week. I hate film studios. I hate film workers. I hate films. There is nothing but glibly naive insecurity in this huge tin-roofed box of tricks. I do not care a bugger about the problems of wartime transport. All I know is that you are my wife, my lover, my joy, my Caitlin. But Cat, darling, I miss you too much to bear. Et je ne lis pas la suite, mais j'aimais beaucoup aussi ces phrases très 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 fortes et très bien écrites comme ça, aussi sur le cinéma et sur sa détestation du cinéma et de l'industrie du cinéma. C'est une lettre de 1943, donc il faut aussi avoir le courage de penser et d'écrire ce qu'il dit, et savoir « I do not care a bugger about the problems of wartime transport ». Je n'en ai à peu près rien à foutre. Problème de transport en temps de guerre. Voilà, ça au moins c'était dit. Dylan Thomas, un très grand poète, et donc un petit volume ici de lettres d'amour. Qu'est-ce qu'on a? La pile commence à sérieusement descendre. On a ça que j'avais trouvé
dans une boîte à livres à Rennes, ou plus exactement à Cesson-Sévigné, un volume de journal de Claude Roy, La Fleur du Temps. Et Claude Roy, moi je le connais un petit peu comme poète, sans plus. Je n'ai jamais lu vraiment autre chose que certains de ses poèmes, et encore il y a fort longtemps. Et c'était l'occasion de le découvrir comme diariste. Alors il y a des côtés extrêmement réactionnaires, extrêmement qui se regarde écrire, qui parle un peu de son monde quand même très protégé, très ancien monde d'un certain point de vue. Et il y a des choses. C'est un journal des années 1983 à 1987, donc on devrait y reconnaître des choses, et en même temps on n'y reconnaît pas grand chose, donc c'est très très curieux de ce point de vue là. Il y a malgré tout de très très belles pages aussi, et j'ai lu ça un peu dans le tramway, c'était le livre que j'avais avec moi dans ma sacoche, et qui me permettait d'éviter de passer tout mon trajet de bus ou de tramway à pianoter sur le smartphone. C'est une bonne tactique, c'est d'avoir un petit livre de poche comme ça, qu'on peut prendre et laisser. Alors je fais beaucoup ça avec la poésie, puis je fais ça aussi parfois avec des journaux d'écrivains, qui est un genre que je lis nettement moins régulièrement ou moins fréquemment que la poésie. Qu'est-ce que je pourrais lire là-dedans? J'ai absolument rien préparé, mais j'ai corné un certain nombre de pages. Alors il y a les minimes, alors ça c'est quelque chose qui est récurrent dans le volume de journal, ce qu'il appelle des minimes, c'est-à-dire des sortes d'aphorismes comme ça en passant. Il y en a des séries comme ça de 10, 15 aphorismes tous les 3 mois, tous les 6 mois, et c'est généralement assez poseur et assez faible surtout. Donc je vais essayer de ne pas en lire pour essayer plutôt de vous donner le meilleur côté de ce journal. Il parle beaucoup de Lolé Bellon, son épouse, sa femme, qui est une dramaturge. J'ai le souvenir très très vague d'avoir vu, je pense, une pièce à la télévision il y a très longtemps, mais vraiment ça n'est qu'un nom. Mais c'est quand même assez beau ce qu'il écrit sur elle. Le sentiment croissant qu'on finira sans avoir fini, qu'on sera parvenu à l'achèvement sans avoir achevé. Tout ce qui restait à faire, à exprimer, à dire, à donner, à découvrir. Les papiers qui s'entassent, le feuilleté des lettres à classer, et que je ne classerai jamais, et le désordre des livres qui est le signe du désordre de pensée, et le débordement des souvenirs posés sur des souvenirs, comme des draps pliés dans une armoire posés les uns sur les autres. Leur odeur, parfum de savon et de propre. Ben oui, de désordre des livres, hein, on l'a, hein, on peut se reconnaître là-dedans. Lolé écrit une pièce, puis pendant des semaines, des mois, l'accorde. Oui, son travail ressemble à celui de l'accordeur de piano, comme si elle était à la fois le facteur de piano qui construit l'instrument, et ensuite l'accordeur qui note par note tend ou détend une corde et sait les sons jusqu'à la parfaite justesse des accords. Elle a l'extraordinaire patience, l'oreille tendue, l'exigence d'oreille de l'accordeur. Dans ces villes de l'Est, à Caserne, ou le quartier des casernes dans une ville de province, le soir, la sonnerie de l'extinction des feux. Et c'est cette sonnerie qu'on entend parfois sans clairon, sans caserne, sans vie militaire, dans la vie tout court, la sonnerie silencieuse qu'il dit qu'il serait plus sage d'éteindre parce que la nuit est là, que le froid monte, et qu'il vaut mieux dormir, mourir, peut-être. Et c'est sur cette dernière allusion, même pas voilée, quasiment explicite, au monologue d'Hamlet, que se clôt cette entrée du 24 décembre 1985 qui s'intitule Passage, dans ce volume de journal de Claude Roy, La Fleur du Temps, 1983-1987, et ça c'est un livre que je n'aurais jamais lu, jamais emporté avec moi et qui ne m'aurait pas accompagné pendant le mois de septembre si je n'avais pas lancé une série de vidéos, la série des boîtes à lire. Et donc voilà, à quoi servent les vidéos? Elles servent à essayer de sortir un peu, de s'imposer sans arrêt des explosions du carcan, de sortir, hein, parce qu'on peut avoir l'impression comme ça que je m'enferme, que les gens qui font de la vidéo, littérature, je sais pas comment ça s'appelle, littératube, etc., la vidéo, écriture, du booktubing, peu importe, on peut avoir l'impression qu'on s'enferme, on est là, on est dans notre, voilà, tout le temps dans la même pièce. Ben non, en fait, on essaie de tout faire exploser quand même, on essaie de se remettre en question, on essaie de trouver des nouvelles manières de s'exprimer par rapport à tout ça. Bref, il reste un certain nombre de livres, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Il reste un livre que je n'ai pas lu, parce que mon épouse, ça c'est un grand classique, je dis souvent ça, on dirait l'inspecteur Colombo, mais bon, plus exactement les parodies dans les années 90 de l'inspecteur Colombo, ma femme, voilà. Donc ma femme elle a lu quoi? Elle a lu Kauter Adimi, Les Petits de décembre, qui est un livre de la rentrée littéraire dont on parlait pas mal, que j'ai emprunté, et elle n'en a pas pensé que du bien, elle a trouvé ça assez conventionnel finalement, et comme moi par ailleurs je l'ai feuilleté et que ça ne me tentait pas plus que ça, on va le ranger sans que je l'ai lu, mais je vais vous en lire un extrait.
Adila s'arrêta d'écrire pour relire ses notes qu'elle prenait dans un carnet noir qui traînait dans le tiroir de son bureau depuis des années. Elle n'avait jusqu'alors jamais ressenti le besoin d'écrire ses mémoires ou de parler du passé. Elle avait toujours préféré le présent et se battre pour l'avenir, mais depuis quelques mois maintenant, elle a de plus en plus de mal à marcher, elle est facilement essoufflée, et tout son corps semble se cabrer lorsqu'elle s'apprête à sortir de la maison. Pour la première fois de sa vie, elle est effrayée, à l'idée que son passé disparaisse avec elle. Même sa fille ignore presque tout de ce que furent sa jeunesse et celle de son mari. Adila a donc commencé à griffonner des notes, à tenter de se rappeler ce que furent ses journées pendant la guerre d'Algérie, les années comme militante, la vie dans la clandestinité aux grandes dames de sa propre mère. Elle y rencontra celui qui deviendrait son mari, ça aussi. Elle voulait le raconter parce que ça avait existé, parce que les hommes et les femmes se fréquentaient, parce qu'il y avait des moments de joie, d'abandon, d'excitation. Ils risquaient de mourir à tout moment pour une cause qui était bien plus grande qu'eux. Plus que raconter simplement une époque, Adila voudrait dire ce que sont devenues ces femmes qui ont milité pendant la guerre avant de voir leurs droits sans cesse grignotés par les hommes, mais aussi par des femmes. Elle aimerait parler de son sentiment d'humiliation lorsque les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de lui expliquer qu'au fond, elle était un peu une éternelle mineure. Elle voudrait être capable de trouver les mots pour décrire sa rage et d'être ainsi rabaissée continuellement, parfois par des hommes qui étaient cachés, apeurés, terrés chez eux pendant la guerre. La tâche est immense, pensa Adila en relisant ses notes. La tâche est immense, murmure-t-elle aux chardonnerets de la famille qui l'observe, mais je le dois à ma fille. Les Petits de décembre, Kauteradimi, c'est aux éditions du Seuil, et c'est l'occasion un petit peu, bien que je n'ai pas lu ce livre, mais je vous en ai lu un extrait qui m'a été recommandé par la lectrice du livre, mon épouse. C'est l'occasion, puisqu'on est quand même le 17 octobre, pour signaler ou pour ne pas laisser passer cette date, sans rappeler que le 17 octobre, c'est évidemment une des dates honteuses de l'histoire de France, de l'histoire contemporaine de France, le massacre, bien sûr, des Algériens à Paris, un des nombreux massacres d'Algériens dans le cadre de la guerre d'Algérie, massacre qui avait commencé en Algérie longtemps avant les débuts de la guerre d'Algérie proprement dite, et je veux juste rappeler que nous avons tous collectivement un devoir de mémoire, et que la France, la police française, l'armée française, et puis la France généralement, ont commis des atrocités de manière répétée dans le cadre de cette guerre d'Algérie, contre les Algériens principalement, mais aussi contre des militants non algériens qui soutenaient le combat des indépendantistes. Et je veux le rappeler avec d'autant plus de solennité qu'on est dans un contexte un petit peu particulier depuis quelques mois, depuis quelques années, tant du côté de l'islamophobie que du côté de la répression des manifestations. On voit depuis quelques années s'installer une sorte d'évidence selon laquelle finalement les policiers, la BAC, tout ça, ça dégomme du manifestant de manière complètement normale, et non, ça n'est pas normal, donc je veux aussi le rappeler, tout en faisant la part des choses, mais enfin je veux le rappeler. Donc on est le 17 octobre 2019, n'oublions jamais le 17 octobre 1961. Je referme la parenthèse, un peu solennelle, et je termine avec les 3 derniers ouvrages. Il me reste une dizaine de minutes pour en parler si je veux tenir dans la demi-heure qui fut pendant un certain temps le maître étalon de ces vidéos, puis à un moment donné ça s'est mis à déraper, à délirer complètement vers les 50 minutes, l'heure passée même, puis il y en a eu des plus courtes aussi. Bon, je vais essayer de me tenir dans ces 30 minutes, donc ça veut dire que j'ai 10 minutes pour parler des 3 derniers livres, je vais y arriver. Il y a un livre qui m'a été envoyé par l'auteur, ou plus exactement un des co-auteurs, Alain Corcos. Nous avons une amie commune sur Facebook, et c'est comme ça qu'il m'a contacté. Donc c'est Alain Corcos, mais le livre est de Florence Harrier et Alain Corcos, et c'est un livre qui s'intitule Filmer la légende, voilà, vous le voyez là. Il est rose, comme mon pull, ça j'ai pas fait exprès, mais je suis assez peu porté sur les questions de mode vestimentaire, je pense que tout le monde s'en sera aperçu. Et donc, ce livre, Filmer la légende, il a aussi un sous-titre, Comment l'Amérique se raconte sur grand écran. Donc un livre qui peut intéresser, c'est publié aux éditions Les Prairies Ordinaires, qui est une maison d'édition dont je n'avais jamais entendu parler. C'est une coédition apparemment Amsterdam Les Prairies Ordinaires. C'est une maison d'édition parisienne, et pour vous donner les biographies des 2 auteurs, Florence Harrier est professeure agrégée d'anglais, elle enseigne dans les classes de lycée, et Alain Corcos est illustrateur, auteur de fiction et d'ouvrages documentaires, notamment sur l'histoire de l'art.
Il a été pendant 10 ans journaliste spécialisé dans l'analyse de l'image pour le site Arrêt sur Image, ce qui est une recommandation évidemment. Et ce livre donc, pour en lire la 4e de couverture, il s'intéresse donc à cette question de la façon dont les États-Unis ont écrit leur histoire sur grand écran et donc à travers le cinéma. Je cite la 4e de couverture en vous recommandant vraiment, si vous aimez le cinéma, si vous aimez l'histoire, si vous aimez le cinéma américain, si vous aimez toute la mythographie, tout le côté complètement invention mythique et toute la réécriture de l'histoire américaine dans l'histoire du cinéma américain, ce livre vraiment est pour vous, il est très très agréable. Moi je l'ai lu, alors parfois je l'ai lu un peu vite parce que j'avais plein de choses à faire et que j'ai pas eu assez de temps pour vraiment me plonger autant que j'aurais voulu dedans, mais c'est un livre qui va aller sur mes étagères et dans lequel j'irai rechercher régulièrement des références ou des analyses. Je lis simplement la 4e de couverture pour rester dans les temps de la vidéo. Aux États-Unis, le roman national s'écrit sur grand écran. De la conquête de l'Ouest à la crise des subprimes, de la prohibition aux suites du 11 septembre en passant par l'arrivée des migrants européens à Ellis Island ou la création de la CIA, le cinéma américain s'est révélé une formidable machine à fabriquer du mythe, brouillant constamment la frontière entre fiction cinématographique et réalité historique. C'est ce qui fait d'Autant en emporte le vent et de Bonnie and Clyde, de Scarface et de Rambo ou du Soldat Ryan, autant d'accès privilégiés aux fantasmes qui n'ont cessé de travailler la société états-unienne et continuent encore de la façonner. Alors juste une remarque par parenthèse, avant de continuer à lire la 4e de couverture, moi il y a un certain nombre de ces films que je n'ai pas vus. J'ai pas vu le Soldat Ryan, j'ai pas vu Rambo, j'ai pas fait... Bon bref, je continue. À égale distance des récits triomphalistes et des clichés conspirationnistes, filmer la légende brosse un tableau tout en nuances de l'histoire des États-Unis, tel que le cinéma de ce pays n'a cessé de la raconter depuis plus d'un siècle, nourri par l'analyse de plus d'une centaine de films. Par là même, Florence Arié et Alain Corcos renouvellent en profondeur notre vision du cinéma hollywoodien. Donc précipitez-vous, si c'est pour vous, filmez la légende aux éditions Les Prairies Ordinaires, ça n'est que 20 €, et c'est un livre quand même qui fait un peu plus de 400 pages, dans lequel il y a quand même quelques reproductions en noir et blanc de photos tirées des films. Et j'ai donc 2 livres, celui-là je vais finir par le ranger, alors qu'en fait, quand je l'ai beaucoup relu, c'était au printemps dernier, et puis il est resté sur ma table de chevet pendant un certain temps. Je ne vous ai jamais montré comment j'organisais ma table de chevet. En fait, c'est parce que je n'organise pas ma table de chevet, bien sûr, c'est le bordel. C'est comme le bureau, c'est comme tout le reste. Un livre que j'ai continué à lire, que j'ai repris un petit peu par moment. Il y a plein de livres, en fait, qui sont en cours de lecture, ou presque finis, ou déjà finis, mais dont je relis les pages sur ma table de chevet. Il y a les 2 derniers livres, très très beaux livres de Françoise Morvan, aux éditions Mesure, par exemple, Assomption et Brumaire. Voilà, celui-là, il en fait partie. Et je voulais juste montrer que quand je l'avais acheté d'occasion, j'avais reçu la pub pour ça. Alain Hélicin, Hygiène, journal. C'est un texte de 78 qu'il a republié. Voilà, prix 12 €, port offert. Voilà, donc moi, je garde ce genre de marque-page un peu étrange. Mais bref, la raison pour laquelle je voulais vous parler du carré d'Ivar Schwavard avant de le ranger sur mes étagères de poésie, là, juste sur ma droite, c'est parce que Ivar Schwavard, c'est un des plus grands innovateurs et des plus grands expérimentateurs de poésie contemporaine, avec Lucien Suel. Et Lucien Suel, je vous en ai pas mal parlé au début de l'année, de manière assez intéressante d'ailleurs. Ce volume aux éditions des Vanneaux, c'est un volume qui date de 2014, s'intitule Le Carré, et vous voyez, il y a un sous-titre qui est recyclage. Et il reprend effectivement 3 textes de longueur très inégale de Ivar Schwavard. Il y a, que je ne dise pas de bêtises, L'Arche, il y a Montrufflet, et il y a Ma mort avec Lucien Suel, justement. Ma mort avec Lucien Suel, c'est le premier texte et c'est le plus court. Et comme toujours, il s'agit de textes entièrement justifiés, hétérogrammatiques. Voilà, non, je sais jamais comment ça se dit, j'oublie, je suis obligé de vérifier à chaque fois. Et en tout cas, des très 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 beaux poèmes qui revendiquent totalement l'idée d'une poésie narrative, populaire, divagante, digressante, et c'est absolument bouleversant. Et là, pour le coup, on ne peut pas le lire par morceaux. Montrufflet, qui est un poème feuilleton, qui était donc paru comme feuilleton, à la demande, je crois, de Florence Trocmé dans Dazibao. J'ai déjà oublié un petit peu comment ça fonctionnait. Voilà, c'est ça. Montrufflet est un poème feuilleton de
2132 vers, maître, commande de Florence Trogmé pour Poésie Bao, site internet où il a paru en 43 épisodes, 3 épisodes par semaine, de novembre 2011 à mars 2012. Pour des raisons techniques, la justification a été faite à l'œil, sans me servir de l'option justification du traitement de texte. Et le poème, je l'ai lu au printemps dernier, et c'est complètement impossible à raconter déjà, typique, et vraiment, vraiment, vraiment étonnant, tant dans ce que ça raconte que dans la forme qui est choisie, et c'est vraiment très très beau. Je vais en lire un épisode. Et c'est juste pour vous montrer un petit peu, et tant pis, je ne vais pas avoir le temps de parler du dernier livre, mais on le gardera pour la prochaine fois, c'est pas grave, j'ai pas de contraintes, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. Vous voyez, vous avez un épisode, là c'est la fin du 35e épisode, et en fait l'épisode il se termine comme ça en plein milieu d'une phrase, et l'épisode suivant continue la phrase, donc ça fonctionne toujours comme ça. Comment est-ce que je peux, du coup, vous lire quelque chose? Je vais vous lire ce passage qui est à cheval non pas sur le 35 et le 36, mais sur le 34e et le 36e épisode. Et pourquoi le poète aujourd'hui ne raconterait-il pas des histoires du temps passé, ou de temps à venir, ou de tout le temps? Et pourquoi le poète aujourd'hui ne raconterait-il pas des histoires inventées, ou dont l'autenticité ne prête pas au doute? Cosmogonies et épopées, fables, contes, récits divers et même d'été. Pourquoi pas? Est-ce que, ainsi faisant, il n'aurait pas une chance de faire nettement moins chier, camarade, le lecteur? Un peu de pitié pour lui à la fin. Le lecteur, je veux dire, dont le grand poète J. Roubaud nous apprend, dans une double page du Monde diplomatique, que c'est à cause de lui, toujours le lecteur, clampin, feignasse et incurieux, que la poésie n'est pas lue. Peut-être, ça n'est pas entièrement faux. Mais regardons la réalité en face. Ne croyez-vous pas que c'est fatigant à la langue, et tout poète étant également lecteur de poésie, connaît cette expérience de n'ouvrir une plaquette que pour sentir ses paupières battre, ses yeux inexorablement se clore et la plaquette en question qui te glisse des mains. C'est du reste devenu un réflexe conditionné. Vous tirez des rayons à un livre tel et vous sentez du flou au nid. Vos des creux poplités, il vous faut écarquiller les yeux pour éviter que vos paupières ne se collent de suite l'une à l'autre et, d'une main, remettre en place votre maxillaire inférieur désarticulé par un bâillement intempestif et prolongé. Oui, les poètes sont chiants comme il n'est pas possible, comme l'écrivit Roland Vulverding dans le numéro 2 de l'invention de la Picardie, il y a 25 ans déjà, presque. Et le constat reste d'actualité, si ce n'est que le bluff poétique est encore plus culotté, qui veut nous faire croire que si nous ne trouvons dans ces textes que vide et ennui, c'est parce que nous sommes trop cons et fainéants, et beaucoup de naïfs tombent dans le panneau. Ils ne pourront jamais s'avouer qu'ils n'y comprennent rien et s'emmerdent, et même n'y rien piger, plus se faire consciencieusement chier. Voilà les signes par lesquels ils en sont fatalement arrivés à décider qu'un écrit est un vrai poème. Pourvu qu'il soit court aussi, et qu'il y ait beaucoup de blanc autour et dedans. Fatalement, oui, mais sans doute ce mot est-il trop noble pour désigner un processus tout simplement pavlovien. En mon jeune temps, j'ai, c'est vrai, passablement salivé, et je ne veux me gausser de personne, mais les années passant, les écailles me sont tombées des yeux, tant les livres des poètes, y compris plusieurs des miens, ne cessaient de me tomber des mains. Mais je reviens à la question que je posais pour commencer. Et pourquoi les poètes ne raconteraient-ils pas des histoires? Je vais être limité dans le temps, il me reste une dizaine de secondes, je me suis interrompu avant la fin du 35e épisode. Voilà un des poèmes, Montrufflet, repris dans Le Carré d'Ivar Schwavar. Et le livre dont j'ai pas parlé, c'est celui-là.